à la base de notre civilisation, enfin de nos systèmes politiques en particulier, depuis Locke à la fin du XVIIe, qui était un philosophe anglais, c'était l'une des bases importantes, c'était le droit de propriété. Parce qu'à partir du moment où vous avez une propriété, que vous êtes riche, vous avez ce que les Américains appellent avec énormément d'élégance le fuck you money, c'est-à-dire si quelqu'un vous embête, vous lui dites j'en ai rien à foutre de ce que tu fais, moi je me retire dans mes terres et puis je suis tranquille. Et la seule façon de rendre les gens esclaves, c'est de leur enlever leur propriété. Donc il faut bien que vous rendiez compte que ça fait des années qu'on ronge le droit de propriété partout, petit à petit. Je conseille un certain nombre de grandes institutions financières en France. Je leur disais d'acheter des obligations chinoises il y a 4-5 ans. Elles sont montées alors que toutes les autres obligations ont baissé. Et ils m'ont dit, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire que le gouvernement s'est arrogé le droit de dire ce que les sociétés d'épargne doivent faire avec leur argent. Il s'agit d'un vol de la propriété de ces gens-là, et on va les mettre, et donc les types vont se retrouver obligés d'acheter des obligations françaises qui vaudront rien, etc. Donc le vrai problème que l'on a aujourd'hui, c'est que ce côté sacro-saint qui est dans la Constitution française, et dans le préambule, qui est le droit de propriété sur lequel il ne peut pas y avoir de liberté individuelle s'il n'y a pas de propriété individuelle. Mais on est en train de l'attaquer. Et la meilleure façon de l'attaquer, c'est une guerre. Parce qu'à ce moment-là, vous dites, vous êtes un salaud parce que vous voulez pas défendre le pays. Et ce que dit Chantal par rapport à la phrase d'Emmanuel Macron sur l'économie guerre et ce qui se passe en Espagne, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont nous coller dans une guerre pour pouvoir mieux nous piller. C'est ce qui me fait peur. C'est que je sens chez eux... D'abord, ils n'ont aucune culture historique. Ils n'ont aucune culture philosophique, ils n'ont aucune culture scientifique. Vous parlez des princes qui nous gouvernent. Des princes qui nous gouvernent. Et autrefois, qu'on le veuille ou non, si vous voulez, quand De Gaulle était là, les gars qui étaient dans les postes techniques, c'était des corps des mines. Donc ils savaient faire une règle de 3, quoi. Maintenant, c'est des inspecteurs des finances, et des gars qui ont fait Sciences Po, et ils savent pas faire une règle de 3. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que nous avons une élite aujourd'hui qui est d'une pauvreté intellectuelle. Ouais, terrible. J'ai appelé ça l'ineptocratie. On est en pleine ineptocratie. Alors justement, on va avoir des auditeurs. Je pense qu'il y a des auditeurs qui nous attendent. Joseph. Oui, alors le prochain auditeur, du coup, qui va nous appeler, on vous le rappelle, bien évidemment, vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300, et c'est Pierre qui nous appelle. Bonjour Pierre. Pierre, bonjour. On vous écoute. Bonjour André, bonjour Charles. Charles Gave, bravo pour ce que vous faites, je vous suis depuis longtemps. Et vous n'êtes pas le seul. Allez-y Pierre. Alors, avant de démarrer, vous ferez mes amitiés à votre fille que je suis également. J'aime beaucoup l'Institut des Libertés, puis une caresse au DAF. Très bien. Le DAF, c'est le clébard. Il est sympathique comme tout. Je suis un ancien maître chien, moi je connais tout ça. Alors Pierre, sincèrement, ça fait peur parce que le matin, c'est dur de se lever, d'avoir encore la motivation. Heureusement que la valeur travail m'anime. Mais en fait, on sait ce qui se passe, on sait ce qui va arriver quand on vous écoute. Et franchement, votre seul défaut, c'est de ne pas être allemand pour prendre l'économie française en main. Il n'en veut pas. Ouais, je sais bien. C'est difficile de naviguer avec un paquebot qui est déjà coulé. En fait, moi, la question... C'est vrai, ça. La question, Monsieur Gave, c'est de se dire, on sait où ça va, on sait que ça va s'écrouler. Et en fait, ma question, moi, je pense qu'il faut que ça soit rapide. Plus ça va être long, plus le peuple français, les classes moyennes et tout le monde va souffrir. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Moi, j'espère que ce sera très très court. Vous savez, c'est ce que disent les Allemands qui ont l'habitude, qui ont le sens de l'humour, comme chacun sait. Ils ont une phrase que j'aime beaucoup. Ils disent, il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. Sans fin, oui. Eh ben, je crois donc, je suis d'accord. Mais en l'occurrence, à votre avis, là, personne ne peut prévoir l'avenir. Si on pouvait prévoir l'avenir, le socialisme marcherait, on sait tous qu'il ne marche pas. Mais ce que je vais essayer de vous dire, c'est ça, on rentre dans une période qui va être très difficile. Et Oscar Wilde, quand il a été interrogé dans son procès comment il avait fait faillite, il a dit très lentement au début et très vite à la fin. Et c'est ce que j'espère, c'est-à-dire cette espèce de lente dégradation, ce lent étouffement dont on souffre tous. La seule chose qu'on doit faire, c'est de se débarrasser de cette classe. Cette classe
Dirigeante, vous voulez dire, Dirigeante. enfin, Il faut changer de dirigeant, quoi. Il faut changer d'élite. Il faut une élite, mais il faut changer d'élite. Celle-là n'est pas une élite, c'est devenu une noblesse à la place d'être une élite. Donc, j'espère que ça va se passer vite, mais je ne sais pas, parce que personne ne peut le savoir. Mais par contre, il faut en tout cas... et ce que j'ai dit aux gens, c'est qu'il faut peut-être essayer de tisser plus de liens locaux autour de soi, de façon à ce qu'on puisse s'entraider. Revenir au localisme. Revenir au localisme, pour qu'on puisse s'aider les uns les autres vite. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, j'avais une famille suisse dont j'étais assez proche, qui était une de ces grandes familles suisses historiques, bourgeois de Bâle depuis le XIIe siècle, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc très curieux en Suisse, c'est qu'autour de ces grandes familles, il y avait toute une série de ce que les Romains appelaient la gens. C'est-à-dire des gens qui, dans le fond, ne dépendaient pas de la famille, mais quand ils avaient un problème, se tournaient vers ce chef naturellement, qui était le chef de la gens, et donc essayer de recréer une espèce de communauté, ancrée quelque part, région, famille, et famille aussi. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question, mais je sais qu'en tout cas, les solidarités proches doivent revenir. Comme les solidarités étatiques vont risque de se péter, il faut retourner aux solidarités proches. Toujours penser globalement, agir localement, comme disait René Dubos. Mais voilà, c'est tout à fait vrai. Joseph. Merci beaucoup Pierre qui nous appelait de l'Ain. On vous rappelle, vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300, comme l'a fait César qui nous appelle de Bayonne. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour à tous. Alors bonjour Emmanuel, bonjour André Berkoff et bonjour Charles Gave et tous les autres. Et je vous en veux pas d'être de Bayonne, hein. Puisque moi je suis Biarritz, vous savez. Il est de Biarritz, Non, Biarritz pour le rugby, on parle de choses sérieuses. Ah oui, d'accord, parce que je vous ai jamais vu sur Biarritz, c'est pour ça. Alors, juste pour dire, André Berkoff, vraiment, votre jingle, il est super drôle. Je voulais le dire, qu'est-ce qu'on rigole avec vous, c'est vraiment super sympa. Et merci d'apporter autant de rire, voilà, c'est juste pour dire ça. Merci à vous. Parce que le rire, c'est très bon pour l'esprit, donc voilà. Ah, très, indispensable. Et alors, juste pour dire, je suis très content donc de parler à Charles Gave. Moi, je voudrais juste lui dire un petit conseil. Il en fait ce qu'il veut, mais c'est juste pour lui dire parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, Monsieur Charles Gave, j'aimerais juste vous dire, vous, des gens comme vous, comme Philippe Murer, comme Olivier Delamarche et des gens comme ça. Moi, vous savez, j'ai pas eu mon bac, mais avec le temps, je me suis intéressé à l'économie et j'aimerais que vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que vous pouvez le faire. J'aimerais que vous donniez des cours aux gens pour éduquer les esprits, pour qu'ils puissent mieux réfléchir, parce que vous êtes quelqu'un de brillant. Et ce serait formidable que vous fassiez des cours gratuits dans lesquels les gens puissent mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la monnaie, quels sont les avantages de ceci et cela, avec vos avis. Voilà, je voulais juste vous dire ça avant de poser ma question. Mais je pense que vous seriez utile. J'aimerais tellement. J'essaye de faire ça un petit peu avec ma fille. C'est presque des cours. J'ai vu, mais je voulais vous le dire, voilà. Merci beaucoup. César, posez votre question parce que nous avons beaucoup d'éditeurs, alors c'est pour ça. Pas de souci. Alors ma question, elle est toute simple. C'est mathématiquement, je ne comprends pas. C'est par rapport à la dette. Je ne comprends pas comment des pays qui payent des impôts, comment est-il possible que des pays qui payent des impôts, donc qui donnent des sous de leur poche pour des réserves monétaires, se retrouvent avec des pays endettés. Moi, c'est ça que je comprends pas. Une entreprise qui fait des réserves, elle n'est pas endettée. Une personne qui fait des réserves pour elle-même, elle n'est pas endettée. Mais des gens qui payent des impôts pour un pays avec des réserves monétaires, on se retrouve endetté. Donc, où va l'argent, comme vous dites, Charles Gave, souvent? Où va l'argent? Je ne comprends pas. Et j'aimerais que vous me répondiez à cette question. Voilà. Alors, Charles Gave. Alors, c'est une question un petit peu technique, mais vous pouvez payer des impôts dans un pays et ce pays avoir ce qu'on appelle un déficit extérieur. C'est-à-dire qu'il achète à l'extérieur plus qu'il ne vend à l'extérieur. Et donc, automatiquement, ce déficit extérieur va être financé par des rentrées de capitaux. Les étrangers vont mettre de l'argent chez nous. Ils vont acheter de l'immobilier à Paris. Et comme ça ira très bien. Et donc, on peut se retrouver endetté alors même qu'on a une économie qui prospère. Mais là, je voudrais rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que l'avantage énorme que nous avions en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc., c'est que nous avions la sécurité juridique. Ça veut dire la sécurité juridique, c'est-à-dire que si vous étiez un oligarque russe, que vous achetiez un club de football, il était à vous. Et on n'allait pas vous le piquer. Et donc là, ils ont dit aux oligarques russes, c'est à nous, fini. Vous vous comportez mal, donc allez vous faire voir. Donc allez vous faire voir. C'est-à-dire que le seul avantage qu'avait l'Occident vis-à-vis du reste du monde, c'est que quand vous achetiez un appartement à Paris, il était à vous. Tandis que maintenant, on vous le pique.
C'est-à-dire, le gars va se dire, je vais plus acheter. C'est-à-dire qu'on pourra plus avoir de déficit extérieur. La confiance casse et donc terminé. Ouais. Vous achèteriez un appartement si vous étiez oligarque russe qu'à Paris? C'est clair. Ben non. Et donc, vous allez mettre votre argent où? Vous voulez dire qu'avant, même s'il y avait guerre, même s'il y avait conflit, c'était à vous. C'était à vous. C'était à vous. Et il y avait ce qu'on appelait en droit anglais le due process, c'est-à-dire pour vous le piquer, il fallait 10 ans de procès qu'on a. Et bien maintenant, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va être obligé maintenant. Ce qu'on faisait, c'est qu'on leur vendait nos actifs, notre immobilier hors de prix, et on achetait leurs produits sous-cotés, vous voyez. Et donc, ça marchait très bien pour nous. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir acheter leurs produits à leur vrai prix et qu'ils vont plus acheter nos produits surcotés. Ouais, donc, on va avoir une baisse du niveau de vie phénoménale. C'est clair.